immense plaisir de commencer la semaine avec vous, mesdames et messieurs. Nous sommes le 24 juillet 2023. Nous sommes donc à Kinshasa. Voici les quelques lignes d'actualité. Aujourd'hui, plus de 700 détenus du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison de Makala. Ex-prison de Makala, bénéficiaires de la grâce présidentielle, ont été libérés samedi 23 juillet par le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Tadé Mambou. Construit depuis 1957, avait une capacité d'accueil de 1500 personnes. L'ex-prison de Makala regorge à ce jour 12 166 détenus, dont 9 506 prévenus et 2660 condamnés. Autre actualité, le président Félix Tshisekedi ordonne le contrôle des ONG internationales soupçonnées de dérives sécuritaires avec des employés ayant un passé militaire. Le chef de l'État dit avoir été saisi par plusieurs rapports qui renseignent une dérive sécuritaire dans le chef de certaines institutions humanitaires opérant dans son pays en employant du personnel expatrié. A noter que la RDC compte à ce jour une centaine d'ONG internationales dont la plupart exercent dans les affaires humanitaires. Cette nouvelle qui bouge la toile, l'ancien bras droit du président Félix Tshisekedi, M. Fortuna Bisselé, est poursuivi pour trahison, atteinte à la sûreté de l'État et propagation de faux bruits. Et depuis samedi 21 juillet en liberté et provisoire, arrêté en janvier 2023 et détenu à la prison centrale de Kinshasa, Bifor est remis en liberté 48 heures après la publication sur les réseaux sociaux de ces vidéos compromettantes avec plusieurs femmes. Les services de sécurité sont soupçonnés d'être derrière cette publication, écrit politico.cd. Dans le même ordre d'idée, la cellule de communication du parti Agir pour le Congo, dirigée par la sénatrice Carole Aguito Amela, porte à la connaissance de l'opinion publique que sa présidente nationale n'est associée ni de loin ni de près à une quelconque entreprise criminelle de dépravation des mœurs. Elle précise que c'est depuis 3 semaines et que la sénatrice Carole Aguito est harcelée par des appels téléphoniques des inconnus agissant en association, se faisant passer pour des journalistes voulant lui soutirer de l'argent. Ces harceleurs anonymes menaçant désormais de répandre sous la place publique des soi-disant vidéos compromettantes de la présidente du parti. La sénatrice a saisi la justice. RDC toujours clôture ce dimanche 23 du dépôt des dossiers des candidatures pour les législatives. La suite du chronogramme opérationnel se présente comme suit. Du 24 au 28 juillet, ajout, retrait et substitution des dossiers des candidats députés nationaux. Le 9 août 2023, il y aura publication des listes provisoires des candidats députés nationaux. Il s'en suivra les dépôts et traitements de recours en contestation des listes des candidatures à la députation nationale du 10 au 26 août 2023. Ensuite, se clôturera par la publication par la CENI des listes définitives des candidats députés nationaux le 10 septembre 2023. Voilà, et on devrait être avec lui aujourd'hui, Monsieur Serge Nseka, patron du journal de la ville. J'ai même oublié de vous le dire. Il a été victime d'une agression. M. Serge Nseka a été victime la nuit du dimanche 23 au lundi 24 juillet d'une attaque criminelle. Les enquêteurs doivent passer chez lui, constater les dégâts. Il va porter plainte contre inconnu. Toutes nos compassions au patron du journal de la ville, M. Serge Nseka, dont la voiture et les vitres de sa maison ont été sérieusement caillassées la nuit. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. 2 sujets vont faire l'objet de cette émission. Premièrement, nous parlerons nous allons rester sous le contrat minier entre la RDC et les Émirats Arabes Unis. Deuxièmement, nous parlerons des Jeux de la francophonie qui est l'apport socio-économique au pays. Les Jeux commencent dans exactement 3 jours. 3 invités sur ce plateau. Monsieur Patrick Sahel, analyste politique indépendant. Ça fait longtemps que vous avez reçu, Monsieur Patrick. Aujourd'hui en lunettes. Hein? Bonjour, bonjour très cher Dan. Et je profite pour saluer Eric Izani et Monsieur Christian Moleka
J'ose croire et je sais déjà que ce plateau sera enrichi parce que c'est les crèmes que vous avez invités encore aujourd'hui. Toute ma compassion à M. Serge Seka. Ben voilà, je crois que la justice va faire son travail, la police aussi. Il va falloir qu'à un moment donné que nous nous sentions à l'aise et très protégés chez nous. Généralement, quand ces genres de cas arrivent, on dépose une plainte contre inconnu et après, même la police, c'est au bout, la police ne sait pas quoi faire. Parce que quand on dit inconnu, même la police ne sait plus comment attaquer, comment traquer l'inconnu. Mettez à la disposition de la police des formateurs qu'il faut, adéquats, et les matériels aussi, parce que pour aller dans un chemin où on ne sait pas qui trouver, on ne sait pas qui on cherche déjà, ça demande beaucoup de moyens intellectuels aussi, des moyens matériels. Donc nous allons demander à, déjà comme il y a eu, je ne sais pas comment vous appelez ça, remaniement ou changement au niveau de la police, nous demandons chaque fois, emmener nos policiers à faire des mises à niveau, des formations de recyclage pour que la population congolaise et quinoise en particulier soit réellement protégée. Vous savez, depuis cette histoire, depuis un bon bout de temps, nous pleurons, nous disons ici que les Koulouna nous mettent mal à l'aise. Au Congo, à Kinshasa, quand vous rencontrez un policier la nuit, c'est pas pour votre sécurité. Déjà, si on doit avoir la même pensée quand je vois un policier la nuit et quand je suis en face de l'inconnu la nuit, là, ce n'est plus la police. Il faudrait que la police soit vraiment à proximité de l'homme pour protéger les personnes et leurs biens. Voilà, je fais un clin d'œil à Sir Seka par rapport à ce qui lui est arrivé. Je sais qu'il est fort et il va tenir encore. J'avais un biscuit, je ne sais pas si... allez-y. Voilà. Je dois lancer un message à M. Gentini Ngobila et son adjoint, Gekoko. Arrêtez de vous entretuer. Hier, j'étais à Kingaboa, le fief même de Gekoko. Mais je vous dis, Kingaboa est trop sale. J'ai roulé avec ma petite voiture, j'ai eu pitié de ma voiture. Je me suis dit, mais comment ces gens votent Gekoko Mulumba? Ça, c'est son fief. Par rapport à Gentini Ngobila, je me dis, mais où est passée l'opération Zéro Trou Kinshasa? 64 millions de dollars partis comme ça. Mais Kingaboa n'a plus de trous. Ça, ce ne sont plus de trous. Je ne sais pas si on doit appeler ça érosion. C'est impraticable, cher Gentini Ngobila et cher Monsieur Gekoko. Arrêtez de vous entretuer là-bas pour les potes. Déjà, à la limite, je demanderai au président de la République, bon, si les élections, parce que je pense qu'il garde certains à cause des élections, parce qu'il voudrait bien avoir la population qu'a Gentini Ngobila et les autres, mais ils doivent faire leur travail. Ils doivent faire leur travail. Kingaboa est trop sale, très très sale. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Sahel. Monsieur Christian Moleka, bonjour aussi. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Juste pour abonder sur ce que dit Patrick Sahel, est-ce que je réfléchis à haute voix, est-ce que l'attaque qu'a connue Nseka n'est pas liée à son engagement pour la ville? On connaît Serge Nseka comme celui qui tient une émission autour des questions de la ville. On connaît ses prises de position sur les enjeux de la ville. Avec les tensions qu'on a au niveau du gouvernorat, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ce qu'il subit et les tensions qui y a autour de la ville? Je crois que possible. Il y a moyen de régler politiquement des questions comme ça sans grande tension. Nous sommes en train de parler francophonie, mais voir l'état de la ville, les artères sont très sales. Hein. On va recevoir 3000 invités, les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont ailleurs, ils sont en conflit de leadership, alors que la ville devrait se préparer également, surtout les grands artères, pour recevoir les invités. C'est même l'image du pays qu'on va vendre pendant un temps, et l'autorité urbaine n'est pas focus pour l'image, ils sont dans une guerre de leadership entre les deux, et mettent à côté les grands intérêts de présenter une ville viable, propre, pour que ceux 3000 personnes qui vont venir pendant quelques semaines repartent avec une image d'une ville agréable. Et demain, nous pourrons bénéficier des touristes qui reviendront parce qu'ils ont apprécié la ville pendant cette période. Mais nous avons malheureusement un leadership de la ville qui est ailleurs plutôt que de travailler pour l'intérêt du rayonnement de la ville. Merci beaucoup, Monsieur Christian Moleka. Monsieur Eric Izami, bonjour aussi. Merci. Bonjour Dan Zeng, bonjour à Patrick Sahel, bonjour à Christian Moleka, bonjour aux téléspectateurs également. Je joins ma voix aux amis pour dire à Serge Seka que je le sais fort. Et ben, ça peut arriver, mais bon, qu'il soit fort, qu'il reste fort, et que nous espérons aussi que la police va bien faire son travail jusqu'au bout pour dénicher ceux qui ont été à la base de ça. Mais bon, aussi par rapport au biscuit, je voudrais particulièrement m'adresser aux deux chefs, c'est-à-dire le gouverneur et son vice,
Vous savez, personne d'entre vous ne va atteindre l'argent qu'avait Silvio Berlusconi. Non, personne. Mais il est parti, il a tout laissé. Il est parti, il a tout laissé. Quelque grands que soit le roi, ils sont ceux que nous sommes, disait Pierre Corneille dans les Cides. Ça finira un jour. Mais oh, qu'est-ce que vous allez léguer à cette population de Kinshasa? Nous sommes chiffrés à près de 15 millions. Et rassurez-vous, 15 millions, ça vous fait toute la Côte d'Ivoire. C'est comme si vous gériez un pays. 15 millions, ça fait même au-delà des Zimbabwe qui a 13 millions. Je ne veux pas aller ailleurs parce que la Belgique n'a que 15 millions d'habitants. Donc vous gérez presque un pays. Concentrez-vous sur ce qui est essentiel. Qu'est-ce que nous dirons de vous après votre passage? Qu'est-ce que les enfants retiendront de vous? Que de guéguerre. Vous avez suffisamment eu chacun un parcours, une expérience. Mettez ça au bénéfice de notre population plutôt que de vous quereller. Parce que je ne vois vraiment pas ce à quoi vous allez vous... l'utilité. Voilà, je ne vois vraiment pas quoi. Là, nous sommes même malaisés, vous voyez. On devrait commencer notre émission par dire que voici, nous avons un problème d'insalubrité chez nous. Voici les idées. Aussi, nous avons beaucoup de jeunes gens qui sont un peu désœuvrés, mais que l'on pouvait mettre à contribution par rapport à cet accueil que nous attendons tous. Oui, pour la francophonie notamment. Totalement désœuvrés. Ils sont là matin, midi, soir à ne rien faire. L'oisiveté est la mère des crimes. Pendant que le défaut de l'esprit en est le père. On pouvait même prendre ces jeunes gens-là, leur demander de pouvoir balayer X ou Y caractère, leur donner un petit quelque chose à la fin. On aura résolu le problème et des Koulouna et de l'insalubrité. Pourquoi? Parce que quand on a commencé un travail à partir de 7 h pour s'arrêter à 17 h, on est fatigué, on va prendre son bain, on mange, on regarde un peu la télévision, on reste en famille et puis on va dormir. Quand est-ce qu'on aura le temps de faire les gangstérismes urbains que nous appelons ici les Koulouna? Et ils n'ont pas voulu faire ça. Nous avions déjà rénové le boulevard du 30 juin ici depuis 2008. Ouais. Il avait été prévu que l'on puisse y planter aussi des arbres. Un arbre de Kinshasa de 2008 jusqu'à aujourd'hui, ça ferait des grands arbres et ça va nous offrir même de l'ombrage. Nous n'avions toujours pas planté des arbres. Ces enfants-là peuvent servir à ça. Ça pourrait aussi servir à embellir la ville. Nous ne venons pas seulement critiquer les autorités, nous voulons qu'elles s'améliorent. Et arrêtons d'être dans des fanatismes, même pour le chef de l'État. Arrêtons de dire béton, béton. Parce que ceux qui ont visité les autres pays, ils constatent que les autres avancent. Mais nous, on marque le pas, on est toujours dans les fanatismes aveugles. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Merci, messieurs, pour ce premier tour de parole. On va lancer rapidement le premier sujet. C'est retour sur le contrat minier RDC Émirats Arabes Unis. Je vais planter le décor. Une délégation des Émirats Arabes Unis a signé un accord de 1,9 milliard de dollars avec la société aurifère du sud, du Kivu et Maniema, Sakima en sigle. Cet accord prévoit la mise en place de plus de 4 mines industrielles dans les provinces du Sud Kivu et de Maniema. La Sakima possède des concessions minières contenant de l'étain, du tantal, du tungstène et de l'or. La RDC présente ce projet comme une façon de lutter contre le trafic des minerais au profit des groupes armés et rébellions nombreux dans l'est de la RDC. Afin de certifier l'or exporté, 30 000 mineurs artisanaux ont été identifiés par l'entreprise Primera Gold DRC. Nouvellement créée pour l'occasion, en échange, la société promet un revenu régulier ainsi que l'accès aux soins de santé et à l'éducation pour leurs familles. Ce partenariat représente surtout un signal fort pour le Rwanda. Pour le Rwanda, le président Félix Tshisekedi a souligné lors des cérémonies que le même accord avait été discuté avec les pays frontaliers sans succès. En plus du commerce de l'or, la RDC et les Émirats Arabes Unis souhaitent créer à l'avenir le même partenariat pour le secteur 3T, l'étain, le tungstène et le tantal. Monsieur Patrick Sahel, je commence avec vous, je vous donne 5 minutes. Quelle est votre lecture de ce contrat signé par le gouvernement congolais et les Émirats Arabes Unis? Un très bon contrat, juté d'ailleurs, mais qui porte en son sein le grain de son autodestruction, si vous voulez. Parce que vous venez de citer aussi, parce que au mois de juin 2021, le président a passé le même accord avec le Rwanda. Il vous souviendra, il a dit l'accord gagnant-gagnant. Oui, je vais arriver. Les discussions étaient en cours, mais le contrat était de 10 ans. Le contrat avait été signé.
Oui, il fallait que le Rwanda, l'or de la RDC soit raffiné au Rwanda. Le contrat a été déjà signé. Aujourd'hui, nous passons à un autre contrat. Vous savez, Dubaï, les Émirats arabes par Dubaï, c'est le plus grand marché de l'or au monde. Le plus grand marché. C'est-à-dire, nous sommes allés maintenant pour créer un autre Gécamine. C'est-à-dire que c'est comme Mobutu a fait avec la Gécamine, Fachi est en train de le faire avec Sakima. C'est-à-dire, au sud Kivu, il y aura 2 mines industrielles. Quand on parle de 2 mines industrielles, c'est-à-dire il y aura des écoles pour les travailleurs, il y aura les centres de santé pour les... L'espérance sera respectée parce que... C'est ça le contrat. Parce que le contrat est de 25 ans avec Dubaï. Okay. Le contrat est de 25 ans. C'est-à-dire que nous sommes allés pour emmener d'abord de l'emploi aux gens qui vivent au sud, Kivu et au Maniema. Ils auront de l'emploi, il y aura des centres de santé, des hôpitaux. Vous voyez, c'est-à-dire que même les provinces d'à côté, à un moment donné, les Kassaïens allaient travailler à Lubumbashi parce qu'il y avait la Gécamine. Oui, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Là aussi, on va avoir des gens qui viendraient d'ailleurs pour travailler à Sakima. La question de l'insécurité ne va pas déranger. Mais déjà, quand ils emmènent l'école, quand ils emmènent la santé, ils emmèneront aussi la sécurité. Il vous souviendra qu'à Miba, il y a ce qu'on a appelé les blondos. Les gens qui assuraient la sécurité à la Miba. Ils sont là. C'est-à-dire que la ville aussi sera vivable. Parce qu'il y a même des expatriés qui viendront travailler à Sakima. Mais le fond du contrat, c'est ça le problème. C'est-à-dire que 4 mines industrielles, 2 au sud Kivu, 2 au Maniema. On amène du travail, on amène l'école, on amène la santé, on amène la sécurité. Mais qu'en est-il du premier contrat avec le Rwanda? C'est là, parce que certaines choses, il faudrait voir avec l'œil nationaliste ou patriote. Parce que c'est les gens de contrat qui emmènent la guerre aussi au pays. Le Rwanda va se dire, on avait un contrat de 10 ans, comment est-ce que vous avez fait pour arrêter ce contrat et maintenant vous allez vers le miracle? Alors que le premier contrat avec le Rwanda, moi j'étais pas d'accord avec. Il n'est pas abrogé. Je ne sais pas, le président va nous dire, parce que moi je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Mais déjà nous avons un deuxième contrat, ça signifie que le premier contrat a été abrogé. Le deuxième contrat, c'est le contrat que nous aimons. C'est le contrat qui me fait plaisir. Je dis coup de chapeau à Félix Tshisekedi, parce que au moins là, le social aura son sens. Parce que Sakima va avoir plus de 30 000 plusieurs artisanaux qui sont pris en charge. Vous voyez un peu. Oui. Ouais. Ça c'est le bon. Le Congolais va dire, finalement, le côté social de Tshisekedi, il a réussi. Juste dans le Sakima, dans le Maniema et le Sud Kivu. Mais bien sûr, aujourd'hui, si on parle de la Gécamine, si on parle de la Miba... Faut-il que ce contrat soit respecté, M. Patrick Saël? Mais bien. L'avenir nous renseigne qu'il y a des contrats que nous avons signés. On va prendre même le contrat, le fameux contrat qui a fait bruit sur la place publique, le contrat sino-congolais, avec beaucoup de tapage, beaucoup de surfacturation. La partie chinoise n'a déboursé qu'une infime partie. Quelles sont les chances que ce contrat soit... Vous savez, aujourd'hui, Tshisekedi, quand il est arrivé, il a donné un ton. C'est pas pour rien qu'on parle aujourd'hui de Alingeti ici, Alingeti là-bas. C'est-à-dire, hier, quand le contrat de Sikomine était signé, vous savez comment ça se passait avec le régime qui est passé. Je ne voudrais pas entrer dedans pour ressortir le côté sombre. Mais... aujourd'hui, Tshisekedi a quand même un œil regardant par rapport à tous ces contrats. Mais le problème, c'est aussi les gens qui entourent Tshisekedi. Ces gens-là qui veulent toujours être là où il y a l'argent. Ces gens-là qui, après, on va dire qu'il y avait un conseiller de Tshisekedi qui est passé par là, il a pris l'argent. Maintenant, il faut dire au président de la République, vous allez vers votre deuxième mandat, si seulement il sera voté pour un deuxième mandat. Alors, donnez-nous l'espoir d'avoir un bon président. C'est-à-dire, les gens qui sont autour de vous, ça c'est de bons contrats. Aujourd'hui, quand on signe un contrat dans ce domaine minier, avec un aussi grand pays où les Émirats, ça c'est même pas un pays, c'est, comment on les appelle, c'est un royaume ou je sais pas comment. Voilà. Vous voyez? Un assemblage de... ouais. Le monde entier a les yeux braqués sur la RDC. Au moins, parce que le contrat avec le Rwanda disait ceci. L'or de la RDC doit être, comment on dit, suivi. On se retrouve un bon matin avec la traçabilité de l'or de la RDC. C'était ça le contrat avec le Rwanda. Maintenant, il faudrait qu'il y ait le même problème avec, la même solution avec les Émirats. C'est-à-dire que eux, notre or, on va retrouver notre or au plus grand marché mondial de l'or à Dubaï. On dira, ça c'est l'or de la RDC, tracé. On a pris à Sakima, c'est passé par je ne sais pas quelle usine de raffinage. Au moins, il y aura aussi 4 usines industrielles pour raffiner l'or au Maniema et au Sud Kivu. Et puis, ça passe pas. Coup de chapeau pour Félix Tshisekedi, mais il faudrait qu'on dise un tien vaut mieux que 2 tu auras.
Alors, nous prenons d'abord ce qu'il a présenté par rapport à ce contrat minier avec les Émirats, et il faudrait que ça soit bien fait. Bien fait pour que ça bénéficie totalement aux Congolais. Merci beaucoup, M. Patrick Sahel, pour cette première lecture de ce contrat en tout cas qui est salué de la société civile locale, qui trouve un important donc, contrat qui sera donc une aubaine pour la population locale. Plus de 30 000 ménages et leurs dépendants vont donc être pris en charge. Monsieur Moulé qui est en train d'écrire, je vais le laisser écrire. Alors, Monsieur Eric Izami, je vous passe la parole. Quelle est votre lecture de ce contrat? Est-ce que vous avez des craintes sur la mise en œuvre effective de ce contrat? D'abord, il faut commencer par saluer ce qui est fait. Tout ce qui est fait avec l'idée de pouvoir permettre aux Congolais d'accéder à leurs richesses naturelles et puis d'en profiter, même pour maintenant, pour les générations à venir, il faut le saluer. Mais je note que chez nous, généralement, on arrive toujours à bien réfléchir, bien penser, bien s'accorder. Mais lorsqu'il faut passer maintenant à l'acte, c'est là où ça pose problème. Je note ici que nous sommes dans le Sud Kivu. Sud Kivu a presque le relief du Japon. J'ai fait le Sud Kivu. J'ai visité plusieurs territoires, Katana, Kavumu, Walikale, non pas Walikale, Walungu, Walikale c'est dans le nord, Walungu, Fizi, Shabunda, etc. Si ce contrat permettra à avoir les usines et tout ça, je note que déjà dans le coin, il faudrait d'abord penser à la construction de tout ce qui va régénérer de l'énergie, parce que ça fera défaut. Pour faire tourner des mines de ces gens-là, déjà dans le contrat, déjà avant de signer, je pense que tout a déjà... Oui, mais encore faut-il le mettre en place. La GECAMINE a eu la chance de bénéficier du courant de Ingra avec le transfert qui est arrivé jusqu'au niveau de l'espace Katanga, qu'on appelait autrefois Chaba. Mais là, sur place, il n'y a que Ruzizi, si je ne me trompe. Il n'y a pas beaucoup de grands barrages. Il faudra en créer. Alimenter. Oui. Parce que nous avons un major qui est aussi chez nous ici, mais cette fois-là dans la province de Haut-Ouélé. La province de Haut-Ouélé a pour chef-lieu Isiro Matari. La personnalité connue là-bas, c'est Maman Norit Nengapeta. Il y a Dungu, Rungu, Wamba, Watsa et Faradje. Dans Watsa, il y a la cité qu'on appelle Doko, là où se trouve Kilomoto autrefois. C'est une aubaine. Je crois que le régime passé a quand même pu faire le bon choix parce que celui qui exploite là-bas, sur place, c'est Kibali Gold Mine, chapeauté par Barrick Gold. Ils ont créé beaucoup d'infrastructures qu'il n'y avait pas. S'il fallait attendre tout de Kinshasa, nous en serions très loin. Là-bas, sur place, l'opérateur minier qui est là, Kibali Gold Mine, l'autorité connaît, le gouvernement connaît, et même l'opinion, ils ont su créer d'abord les barrages hydroélectriques d'envergure. Il y a d'abord Nzoro 1, Nzoro 2, Ambaraou, et puis Azambi. Azambi a été exclusivement bâti, construit par les opérateurs économiques congolais. Il y a un certain Feni Matsando, les IOB. Alors, c'est des exemples pour moi à suivre. Parce que là, sur place, ils ont créé des écoles, ils ont créé les routes. Autrefois, lorsque nous allions, par exemple, dans le Haut-Ouélé, dans Ouatsa, la route nationale numéro 27, 178 km. 178 km a été réhabilité par Kibali Gold Mines. Si autrefois la prémisse se vendait à 10 000 francs, lorsqu'on a réhabilité cette route-là, qui relie Ouatsa à Aru, la bière a retrouvé son prix de Kinshasa, c'est-à-dire 2500, 3000. Donc c'est des choses à faire. Ces contrats, nous le saluons. Mais nous voulons que nous soyons regardants. Vous qui allez bénéficier de l'opportunité d'aller discuter de ça, il faut faire en sorte que vous puissiez tout faire pour que le Congo retrouve sa part. Il ne faudrait pas que les autres viennent toujours chez nous prendre et puis s'en aller avec. Je note ici que la France, par exemple, n'a pas de gisement d'or. Mais la France passe pour être la 3e réserve mondiale de l'or. Mais nous-mêmes qui en avons, qu'avons-nous de réserve dans notre banque ici, comme en termes de lingots d'or? Je voudrais que nous soyons regardants. Et si j'étais le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, je prendrais peut-être l'initiative de prendre, pourquoi pas 1000 Congolais, jeunes Congolais, qui vont aller apprendre comment gérer cette mine ou ces minéraux. Et même si jamais il arriverait à avoir son 2e mandat et qu'il arrivait aussi à le quitter plus tard, au moins il y aura de l'expertise nationale pour pouvoir perdurer
dans la gestion, dans la bonne gestion de ces minéraux-là. Parce que l'or apporte aussi beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que nous sommes regardés. Nous sommes un pays convoité. Le Rwanda, là, il va toujours nous faire des problèmes. Et puis, apparemment, il a aussi des alliés, l'Ouganda, parfois les Burundi. Et je vois, je ne dis pas qu'ils sont encore alliés avec le Congo-Brazzaville. Mais la proximité qu'il y a ces jours-ci entre le président Sassou Nguesso et Paul Kagame, moi, ça me dérange. Ça craint. Voilà. Merci beaucoup, M. Christian. Je vous passe la parole, votre lecture. Merci. Je dirais qu'il y a deux enjeux importants qu'il nous faut saisir. Il y a l'enjeu international et puis l'enjeu régional. L'enjeu international, c'est lequel? C'est que Dubaï, c'est le point de passage de entre 20 et 40% de l'or du monde. Mais Dubaï forge de l'or pour l'Europe, notamment pour la Suisse. Et donc il y a un débat qui avait commencé en Europe autour de diamants du sang, puis autour de l'or qui viennent des pays des conflits. Et beaucoup d'entreprises européennes, pour se faire bonne conscience, ont demandé à Dubaï, qui est leur source d'approvisionnement. En fait, Dubaï fait le sous-traitant. Hein. C'est Dubaï qui vient vers le marché africain, achète de l'or des réseaux africains, le fonds pour aller vers les grandes consommations en Europe suisse. Et donc ils ont demandé à Dubaï, qui est leur plaque tournante, de mettre un peu de l'ordre dans ces réseaux pour qu'eux n'aient pas mauvaise conscience avec de l'or qui vient des zones de conflit. Et c'est comme ça que Dubaï a commencé à chercher comment améliorer ses voies de traçabilité de l'or pour ne pas subir la pression des acheteurs qui sont européens. Donc c'est davantage d'abord une démarche qui vient de Dubaï lui-même, de vouloir rassurer. Et vous allez remarquer que la première démarche s'est faite sans le Congo. Ça veut dire que Dubaï s'est positionné dans les pays voisins, qui ont vendu le fait que le Congo est un pays instable, fragile, et que la meilleure façon d'accéder à l'or du Congo, c'est de se positionner dans les pays voisins et d'utiliser les filières qui vont des pays voisins vers Dubaï. Et c'est comme ça que nous avions signé à l'époque, et beaucoup avaient décrié ce contrat-là avec le Rwanda, qui faisait du Rwanda le sous-traitant de l'or du Congo pour aller vers Dubaï. Et donc les tensions qui sont nées entre Kinshasa et Rwanda ont gelé l'application de cet accord, a donc mis la pression sur les acquéreurs qui sont Dubaï, qui veulent avoir les minéraux parce que leurs demandeurs attendent des minéraux. Ils ont donc préféré venir directement vers le Congo qui est la source et ne plus subir les tensions qu'il y a entre nous et le Rwanda, et donc pouvoir s'approvisionner à la source. La bonne chose, c'est que pour une fois, nous avons réussi, à travers la pression diplomatique, à ramener les acheteurs vers le Congo eux-mêmes. Et donc de ne plus passer par les pays voisins qui servaient de sous-traitants aux minéraux du Congo. Et donc depuis très longtemps, la guerre, on le sait, a pour enjeu la maîtrise des matières premières. Les pays voisins ont vendu et continuent à vendre l'image d'un Congo instable, que c'est eux qui maîtrisent les filières. Et donc l'or du Congo, on le sait, passe par l'Ouganda, par le Rwanda, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est un coup, je dirais, que nous sommes en train de réussir, de casser ce relais régionaux et de ramener les acquéreurs directement au pays, officiel, négocier avec le Congo. C'est vraiment un bon coup. Maintenant, ça aura de l'incidence. Parce que le Rwanda, qui avait signé un contrat de sous-traitance, qui a implanté tout un réseau d'entreprises, va pas accepter de perdre comme ça. Il est très probable qu'il y aura des tensions et peut-être que toutes les guerres que nous avons ne sont pas aussi innocentes que ça. Des pressions pour vouloir garder cette position de relais entre le Congo, l'Est du Congo et des marchés internationaux. Parce que la RDC, en signant ce contrat avec le Rwanda, ne savait pas que le Rwanda était un sous-traitant de la RDC pour les Émirats ou les autres pays qui achètent. Mais comment ne pas le savoir? Si vous regardez tous les rapports vous disent que le Rwanda exporte du coltan qu'il n'a pas. Tous les rapports économiques le disent. C'était une approche que nous, au début, nous avons décriée parce que pour le président, il s'agissait de construire une alliance stratégique avec Kigali, qui serait une alliance de stabilité. Il a été victime de sa bonne foi. C'était une mauvaise pensée stratégique de penser acheter la paix par l'économique. On n'achète pas la paix. On n'achète pas la paix par l'économique, surtout pas pour celui qui peut prendre. Quand vous pensez le lui donner, il peut prendre. Donc il n'a pas intérêt à avoir plus cher. Donc on n'achète pas la paix. Cette approche de vouloir acheter la paix par l'économique n'était pas une approche. On a perdu en temps, on a amené une guerre aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, changer d'approche, c'est une bonne solution de se remettre en question et d'aller vers une approche qui fait que directement, les entreprises viennent au Congo et peuvent discuter avec les Congolais eux-mêmes. Et là, nous gagnons davantage que si nous continuons à sous-traiter par les pays voisins. Maintenant, ça pose un autre problème. C'est que l'argument de base utilisé par les pays voisins, c'est l'instabilité. L'entreprise s'installe, oui, le Congo est instable. Un pays qui n'est pas crédible. Une instabilité créée aussi par eux. Y compris. Pour justifier le fait que... L'entreprise va s'installer au Sud Kivu, au Maniema. Oui. Je vous rappelle que Banro, qui était installé au Sud Kivu et au Maniema, a fermé. A suspendu depuis 2019 sa production
pour cause d'insécurité. Il y avait d'enlèvement des travailleurs, notamment à Maniema, avec des milices locaux, les milices Maïmaï de Maniema, qui ont enlevé des travailleurs de Banro, et Banro a décidé en 2019 de fermer boutique. Je rappelle quand même que tous les rapports attestent que sur entre 120 et 140 groupes armés que nous avons au Congo, la moitié des groupes armés se trouvent au Sud Kivu. Donc sur le 120 et 140 groupes armés, la moitié c'est au Sud Kivu. Donc l'entreprise va s'installer dans une ligne de zone. Donc, le Sud Kivu est plus insécure que l'Ituri. Effectivement. Oui, le Nord Kivu. Mais prenez les mappings, les rapports existent. Prenez le baromètre sécuritaire du Sud Kivu, qui existe, qui est un rapport produit par Ebouteli. Lisez les rapports, vous verrez que sur le 140, entre 120 et 140 groupes armés que nous avons, la moitié, 50% des groupes armés se trouvent au Sud Kivu. Le triangle de la mort, le triangle de Mwenga, tout le monde connaît de quoi on parle. La crainte, c'est que ce contrat soit émorné. La crainte, c'est qu'ils viennent, qu'ils rencontrent la problématique sécuritaire que Banro a rencontrée et pour laquelle Banro a fermé, et que ça conforte à long terme la position des pays qui disaient que nous vous avons dit que c'est un pays instable et fragile, donc venez chez nous plutôt que d'aller là-bas. Donc si au bout de quelques temps, l'entreprise rencontre les mêmes problèmes que Banro, qui était dans l'or, également dans l'or, au Sud Kivu, à Kamituga et à Maniema, à Namoya, et que l'entreprise était appelée à fermer comme Banro, eh bien ça conforterait le discours entretenu par les voisins que les Congolais soient incapables d'assurer la sécurité intérieure. Donc oui, il y a un enjeu. Il y a un enjeu important régional qui est celui de reconstruire la paix en coupant les réseaux de minerais qui passent par les pays voisins, de reconstruire l'image du pays que nous sommes assez crédibles pour recevoir des grands projets. Mais il y a un défi. Qui est censé assurer la sécurité? L'État congolais. L'État congolais. Quand je parle de groupes armés, c'est l'État congolais. Nous avons mis en place un programme PDDRSS avec Tony Mwaba. On connaît comment évolue ce programme, qui est d'ailleurs piloté au haut niveau du chef de l'État. Donc il y a cette question-là qu'il faut régler. Mais si on parle toujours de l'or, l'or c'est pas seulement le Sud Kivu et le Maniema, l'or c'est aussi le Haut-Ouélé et l'Ituri. Mais pourquoi le gouvernement n'est pas dans une logique de réhabilitation des entreprises de l'État, comme Okimo? Nous avons des privés, c'est vrai, qui viennent en partenariat. Aujourd'hui, c'est un projet également des partenariats publics-privés. Mais la suite des partenaires publics-privés a tué Gécamine. On a pris la même approche, plutôt que de relancer l'entreprise d'État, d'aller vers des approches de privés. Gécamine n'existe plus. Alors qu'on a des entreprises d'État qui évoluent dans le même secteur, qu'on aurait pu utiliser également à renforcer. Et je parle d'Okimo, Kilomoto, dont il a fait allusion. Donc oui, c'est bien d'ouvrir le partenariat à des privés qui amènent les capitaux, qui vont certainement faire des travaux. C'est bien de veiller à ce que la dimension sécuritaire soit prise en compte, mais c'est bien aussi de relancer les publics, le secteur public avec Okimo, qui est l'un des fleurons de l'État, un paratatique qui a longtemps travaillé dans l'or et qui aujourd'hui a beaucoup de difficultés. Donc c'est une problématique importante. Et je crois que le président a certainement, son cabinet a certainement compris que la recherche de la paix pour le Congo n'a pas que des approches militaires. La recherche de la paix au Congo a également des segments économiques. Parce que la vraie guerre, c'est la guerre économique, c'est la guerre des ressources. Et donc en apportant des réponses économiques, telles que celles qu'on est en train d'apporter là, on participe également à ramener la paix. Parce que, qu'on ne se voile pas la face, beaucoup de groupes armés sont alimentés par les pays voisins parce qu'il faut maintenir un minimum de fragilité dans la région et permettre à ce que le circuit économique ne tourne pas vers Kinshasa, mais tourne vers le pays voisin. Et donc la majeure partie des réseaux est entretenue pour créer une sorte de no man's land où l'État n'existe plus et permettre à ce que nos minéraux passent par les pays voisins. Maintenant, si nous prenons conscience que la réponse économique demande également un retour de l'État, donc aux côtés des contrats qu'on signe, il faut que l'État revienne sur ses missions régaliennes, notamment en termes de sécurité. Ce qui ne sera peut-être pas une chose aussi simple à faire en un clin de temps. Monsieur Patrick Sahel, le décor planté par Monsieur Christian Mouleka laisse présager quand même que ce contrat risque d'avoir des difficultés à être mis en œuvre. C'est vrai, je risquerais d'avoir des difficultés, mais entendre mon très cher Christian Mouleka, on comprend que Dubaï serait aussi un sous-traitant, c'est-à-dire que l'or qu'on prendrait de la RDC, Dubaï finirait entre les mains de ceux qui utilisaient le Rwanda pour s'aimer l'insécurité. C'est le même schéma maintenant c'est le Rwanda qui est écarté. C'est-à-dire, quand le Rwanda est écarté, c'est ces mêmes personnes, pour sécuriser leurs affaires, ont l'obligation
de sécuriser aussi la RDC. La sous-région qui était détruite par le Rwanda, emmenait la guerre, parce que le Rwanda ne pouvait pas entrer directement, avoir de l'or, il fallait créer des guerres. Les milices, vous savez comment ils opéraient là-bas, c'est-à-dire qu'ils peuvent arriver à 200, et 150 ont le devoir d'aller dans les mines, et c'est seulement 50 qui tirent et qui créent la panique. Vous voyez, maintenant ces impérialistes, moi je les appelle comme ça jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ne passent plus par le Rwanda, ils vont passer directement par Dubaï. Ils vont passer par Dubaï pour avoir l'or de la RDC. C'est-à-dire pour sécuriser leur économie, ils ont besoin de sécuriser la sous-région aussi. Ils n'ont pas le choix. Mais il y a quelque chose qui me fait peur, au fait. Parce que quand je lis le contrat, chère Christian, je me rends compte que le contrat de 25 ans, ils ont, j'ai noté quelque part, ils ont signé un contrat d'exclusivité de 25 ans avec la RDC. C'est-à-dire, c'est qu'on a pu voir avec la GECAMINE dans le temps. Il y avait la GECAMINE, mais il y avait aussi des artisans. Comme à Sakima. Les orpailleurs. Oui, ça ne va pas se passer ainsi. C'est-à-dire que ils sont là 25 ans, personne, et alors personne ne pourra aller dans les mines s'il n'est pas de Sakima. C'est quand même en danger. Parce que tout le monde ne va pas travailler à Sakima. Et il y a la vieille qui a ses enfants au coin là-bas qui peut se nourrir on a vu ça, et c'est comme ça que ça se passe là-bas. Mais aussi, Maniema est une province enclavée. Je ne sais pas si vous connaissez. Pour aller au Maniema, à part l'avion, je ne sais pas s'il y a un autre moyen. Ah, mais pourtant Maniema, c'est, je dirais, un peu le Tibet du Congo. Voilà. Parce que si vous suivez tous les colons qui sont passés, ils sont toujours passés par Kasongo, qui est la plaque tournante par laquelle on relie l'est du Congo à l'ouest. Toutes les voies des caravanes des Arabes, ça passe par Maniema. C'est comme ça que Maniema a l'influence musulmane, parce que c'était une plaque tournante le bastion même de l'islam chez nous. Des arabistes. Et donc toutes les voies qui vont de l'est pour l'ouest passe par Maniema. Le problème, c'est comment nous, comme État, nous utilisons Maniema comme plaque tournante d'accès et construire les routes qui permettent de relier le nord au sud. Et pas seulement cela, nous avons été avertis. Nous avons déjà été avertis par Henri Morton Stanley qui, en son temps, il y a 7 siècles, il disait, sans le chemin de fer, le Congo ne vaudra pas un franc. C'est à nous maintenant, tout ce qui sera investi, de pouvoir prioriser. Que va-t-on faire pour permettre à ce que tout ce qui vient de l'ouest puisse aller vers l'est et vice-versa. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire au début. C'était ça en amont. Oui, c'est comme ça que j'ai relevé ici dans mon inquiétude que justement chez nous, on arrive à bien réfléchir. Mais quand il faut mettre en pratique, c'est là où ça va casser. Parce que même avec les Chinois, il avait été prévu que l'on puisse nous construire des voies ferrées. Rien n'a été fait. Rendons-nous compte que depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons même pas pu poser 1 mètre de rail. Même pas 1 mètre. Mais tous on a failli. Mais on est prompt à pouvoir faire le Djalelo. Il faut vraiment arrêter avec ça. Nous devons être exigeants. Voilà pourquoi j'ai même épinglé le fait qu'il sera aussi bon que de pouvoir former, jamais faisant les Congolais. Pourquoi 25 ans, c'est toute une génération. Voilà. La question de ça, elle a soulevé une problématique très importante, celle des artisans. Vous savez, en 2000, je crois en 2014 ou en 2013, le président Joseph Kabila avait pris une décision de geler l'activité minière à l'est, dans les provinces, je crois, du nord et du sud. Et il y a eu beaucoup de tensions parce que l'artisanat est un déversoir de jeunes qui parfois sont en manque du boulot, de boulot, qui peuvent finir dans les milices et donc qui vont faire l'économique, le débrouillardisme plutôt que d'aller dans les mouvements armés. Et donc lorsqu'on prend l'option de fermer l'artisanat, non pas de l'encadrer, mais de fermer l'artisanat, ça veut dire qu'il y a une jeunesse qui va se retrouver sans emploi, et qui sera probablement exposé au retour vers les groupes armés. C'est vraiment une sorte de cycle qu'il faut bien voir, comment soit on gère l'artisanat, on l'encadre, ou soit on trouve un mécanisme, parce que ces gens qui vont se retrouver sans emploi sont une menace pour la sécurité, parce qu'ils peuvent facilement basculer dans les groupes armés. Donc l'enjeu de l'artisanat chez nous est très important. Mais au-delà également de solutions telles qu'apportées par Dubaï, moi je crois que l'État congolais peut aller plus loin. En quoi faisant fait? Nous avons parlé, c'est Eric Zami qui a parlé des réserves d'or. Mais pourquoi, alors qu'aujourd'hui de plus en plus de pays s'élèvent pour parler, on parle du BRICS notamment, d'une monnaie qui va s'étalonner sur l'or et non plus sur le dollar, pourquoi le Congo ne pense pas à construire des réserves d'or au niveau de la Banque centrale et donc créer un mécanisme où l'État lui-même achète de l'or en mettant en place des canaux qui conduisent l'État
l'or vers l'État et donc des réserves d'or au niveau de la banque, qui donnerait également à notre pays des moyens de stabilité. Donc il y a des moyens à construire à l'intérieur. Au-delà de ce réseau d'or qu'on peut construire, mais il y a l'histoire de la certification. Vous savez, au Congo, on n'a que la certification du diamant. Hein? Pour exporter le diamant du Congo, il y a le processus Kimberley auquel nous avons adhéré. Et donc, vous devez avoir le certificat de Kimberley. Mais il n'y a aucun processus de certification de l'or. Alors que le Congo peut créer une certification de l'or pour que l'or qui sort au Congo soit certifié, non pas venant des zones de conflit, mais c'est l'État. Parce que ça nous échappe. Que l'État réfléchisse également et approfondisse la réflexion sur des mécanismes de certification de l'or, de sorte qu'on peut avoir de l'or qui sort du Congo, mais bien certifié et bien contrôlé, et ne pas uniquement dépendre des initiatives qui viennent de l'autre. Parce que quand Dubaï vient sur base d'un agenda qui n'est pas l'agenda congolais. Non. Ah oui. Qui est un agenda de Dubaï. Des Émiratis, oui. Maintenant, c'est à nous de savoir nous positionner pour mieux gagner dans cela. Mais au-delà de l'agenda extérieur, qui est porteur de beaucoup de sous-dossiers que nous ne mettons pas toujours, il est toujours utile d'avoir... Mais dans le contrat, vous semblez plus insister sur l'or, mais dans les matières qui sont censées être exploitées, il y a l'étain. Mais ça viendra après. Le premier contrat, c'est d'abord l'or. C'est ce qui est signé. Parce que oui, c'est dans le 25 ans. Dans le 25, c'est d'abord l'or. Mais le comble, c'est aussi quand on nous parle de ce contrat d'exploitation, cher Christian, cher Eric. Mais vous savez, dans les matières des mines, ici, ce qui est pris en exergue, c'est l'or. Avant le contrat d'exploitation, il y a d'abord ce qu'on appelle le contrat d'exploration. Exploration d'abord. Mais on en est où avec le contrat d'exploration? Est-ce qu'on a signé le même contrat avec Dubaï ou c'est le même contrat d'exploitation qui englobe le tout? C'est ça le problème avec la RDC. C'est-à-dire qu'on va vite en besogne. Au lieu d'emmener Dubaï venez ici, on va d'abord faire un contrat de prospection si vous voulez. À quel niveau vous allez exploiter, trouver d'abord où est-ce qu'il y a des gisements d'or importante pour que on évalue ce que nous avons. Et puis on va voir. C'est là qu'on devait commencer. Et nous, la RDC a fermé les yeux. Je ne sais pas si c'était pas bien défini. Directement, on va avec Dubaï signer un contrat d'exploitation et d'exclusivité. C'est ce qui fait mal. C'est-à-dire que dans les jours qui viennent, si nous ne traitons pas bien ce problème, on aura des groupes. C'est ce qui a détruit Kivu. La question de l'autoproduction. C'est ce qui a. C'est ce qui a détruit le Kivu, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui à l'est du pays, on a plusieurs groupes armés parce que chaque fois qu'on interdisait à ces jeunes gens-là d'aller dans les mines, ces jeunes gens devenaient des potentiels candidats à la rébellion. Et aujourd'hui, c'est le même problème que nous sommes en train de créer sans le vouloir, ni le savoir avec le Maniema. Juste pour abonder, hein. On peut lire l'histoire de la guerre de l'Est du Congo d'un point de vue économique. Le maréchal Mobutu, parmi les décisions qu'il va prendre pratiquement à la fin de son mandat, c'est libéraliser l'exploitation de l'or. Il casse le monopole d'un groupe juif, que beaucoup doivent connaître, et a ouvert le marché vers la libéralisation. C'est l'une des raisons de la guerre que nous avons à l'Est. Mouzé prend le pouvoir, Mouzé signe un contrat avec American Field Global, l'entreprise située à Kansas, chez Clinton. Amphi. Là encore, des contrats d'exclusivité d'exploitation qui ne seront pas respectés plus tard et qui vont conduire à nouveau à une zone de stabilité à l'Est. Aujourd'hui encore, nous parlons de nouveaux contrats d'exclusivité. J'espère que dans 5 ans, nous ne reviendrons pas, puisqu'on aura répondu sécuritairement à ce genre de contrat, sachant que dans les passés, le fait de rompre des contrats exclusifs nous a ramenés dans la guerre. Et ça, c'est une lecture que le Congolais doit faire. Nous sommes réputés comme un État qui ne respecte pas ses contrats et qui a tendance, après avoir signé, de récuser les contrats. Donc nous signons aujourd'hui pour 25 ans, c'est bien beau, mais si nous nous mettons dans une logique de récusation parce qu'on aura mal signé au bout de 5 ans, il est très probable que nous revenions comme sous Amphi ou sous Idi Daimon, sous le maréchal Mobutu, à des zones de stabilité dans l'Est et liées également au contrôle des ressources. Qu'on avait été floué, c'était des contrats léonins. C'est pourquoi il est toujours utile de bien regarder quand nous signons, parce qu'au Congo, parfois, quand nous signons, nous sommes dans le court terme. Et comme la pression sécuritaire semble être l'élément le plus important du contrat aujourd'hui, il est très probable que lorsque les sécuritaires sera peut-être largement passé, que nous nous rendions compte qu'économiquement, il y avait de quoi à redire. Parce que fondamentalement, le coût ici est un coût sécuritaire
qui vise à répondre à une question conjoncturelle, qui est le Rwanda, et qui n'est pas forcément un coût à vocation économique, qui vise à long terme à voir le sous-terme du contrat. Donc ce double regard-là peut nous rattraper dans le futur. Voilà, ce double regard peut nous rattraper dans le futur. Mais est-ce que la RDC un jour peut-elle se prendre en charge elle-même? Oui, dépendre des autres possible. États dans l'exploitation, l'exploration, l'exploitation des matières premières, être autonome, les industries de, comment dire, l'or, on fait comment? Le raffinage. Le raffinage de l'or. Raffinage. On peut un jour arriver à cela. Mais oui, largement possible. Mais encore faut-il que nous apprenions à être sérieux. Nous, notre problème, c'est situé à ces niveaux-là. Moi, le cas vient de bien établir la différence. Chez nous, on va vite en besogne. On devrait, en principe, à mon sens, commencer d'abord par l'exploration. On sait à peu près évaluer ce que nous allons donner. Nous avons en termes, voilà. Et puis quand ils vont passer à l'exploitation, on verra, chemin faisant, comment ça va évoluer. Parce que demain, nous n'allons pas arrêter d'avoir des enfants. Ils sont toujours nombreux là, les jeunes gens. Et d'ailleurs, tout est lié pour moi. C'est l'occasion pour moi, encore une fois, que le gouvernement puisse voir dans quelle mesure ramener ce qu'il avait initié en son temps, au tout début du mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il pensait faire venir les constructeurs automobiles. Puisque nous avons aussi les cobaltes, dans les autres provinces voisinantes toujours. Pourquoi ne pas faire venir la Toyota, Hyundai, etc. et les implanter, qui à Goma, qui à Bukavu, qui à Kindu? Je sais que ça va pouvoir ramener tous ces jeunes-là. Ceux qui ne pourront pas peut-être forcément être dans les mines, pourront être dans les différentes entreprises autres pour vivre et voir dans la vie. Parce que toutes les mines ne pourront pas donner du travail à tout le monde. Parce qu'il faudra diversifier. D'un côté, on fait les mines, mais de l'autre, on doit faire aussi l'agriculture parce que les gens doivent manger, etc. etc. Mais malheureusement, puisque maintenant, un peu comme a dit Moleka et Sahel, la question de l'insécurité nous met mal à l'aise. On veut en finir une bonne fois pour toutes. Alors que lorsque ça sera fini, on aura d'autres problèmes qui vont ressurgir. Et moi, je souhaiterais vraiment que l'on puisse commencer par prioriser les infrastructures. Quand je parle d'infrastructures, pas seulement l'énergie, je vois aussi l'école. Si nous arrivons à former nos enfants, même lorsque nous ne serons pas là, ils pourront arriver à bien gérer. Mais si nous ne sommes pas là, ils vont nous rire au nez, ils vont dire, mais nos parents, ils ont laissé vraiment 25 ans à ces gens pour exploiter pendant que nous n'avons rien. Elle a bien dit, l'exclusivité posera problème. Parce que, in fine, c'est toujours notre or, c'est toujours nos minerais. Bon, on parle or parce que l'or brille, l'or captive, mais il y a aussi les temps. Il y a aussi les colombos tantaliques. Tantal, ça fait penser au coltan. Coltan, c'est le minerai très prisé pour la fabrication de tout ce que nous avons comme machine aujourd'hui. Téléphone, ordinateur, etc. Ce n'est pas rien. Et nous devons être sérieux. 25 ans, c'est jusqu'au 2048. Mais c'est pas rien. C'est pas aujourd'hui. Moi, je rappelle. Espérons qu'on sera encore vivant. Moi, je rappelle seulement, il y a une étude qui démontre qu'à l'horizon 2100, le Congo aura épuisé 80% de ses minéraux. C'est ça. À l'horizon 2100, oui, les études existent. Et à la DIPO, nous avions même lancé à l'époque, on voulait avoir une conférence autour du terme quand les mines finiront. Mais c'est que deviendrons-nous quand les mines finiront? C'est une étude qu'on avait commencé, je crois qu'on va relancer. Parce qu'à l'horizon 2100, c'est-à-dire dans 70 ans, 80 ans pour certains, donc 80 ans, nous aurons épuisé 80% de nos réserves en ressources minérales. Et donc les autres viennent pomper, ils viennent pomper. Pour aller construire chez eux. Et ils font des réserves. Hein. Dubaï est dans une logique. Alors que j'ai décrit le fait qu'on a de l'or, mais on n'a pas de l'or dans notre Dubaï est dans une logique. Dubaï est dans une logique de diversification de l'économie. Les pays arabes, émiratis dépendant du pétrole, ils ont conscience que le pétrole est en train de disparaître, qu'à l'horizon 2050, le pétrole n'aura plus de grande place à l'économie. Déjà avec la voiture électrique. Voilà. Donc ils sont en train de diversifier leur économie, d'aller vers le tourisme, d'aller vers la raffinerie d'or, d'aller vers le sport, le football, ainsi de suite, d'aller vers l'aviation, émiratis, devenir des hubs de voyage pour dépendre. Et nous restons dans une logique où nous dépendons essentiellement des minéraux. Et donc là, nous discutons encore de minerais, alors que dans l'horizon 2100, on n'aura plus de minerais. Ça veut dire un jour, on va se réveiller, on n'a plus de ressources. Et tout ce que nous avons pu emmagasiner aujourd'hui comme contrat, comme on n'a pas diversifié, comme on n'a pas fait solution d'alternative, eh bien, on va continuer à pleurer. Parce que les minerais ne sont pas éternels. Désolé. Merci beaucoup, monsieur Christian Moleka, pour votre ouverture sur cette question. En tout cas, je pense qu'on va prendre la deuxième thématique de cette émission. Il nous reste, je pense, moins de 30 minutes. Une vingtaine. Deuxième sujet, la régie va me montrer les temps qui nous restent pour bien répartir. Et jeu de la francophonie qui est l'apport socio-économique. C'est vrai qu'il y a eu d'importants travaux qui ont été faits au stade de 24 minutes, presque 25, donc au stade de Marty, stade Tata Raphaël.
Unikin, voilà, il y a des moyens qui ont été déboursés. Quel apport socio-économique de la RDC? Pendant que certains pays se sont désistés à organiser ces Jeux de la francophonie. La RDC s'est porté garant. Alors, pour quel intérêt? Je commence avec qui? Monsieur Molika venait de parler. Monsieur Sahel, je peux commencer avec vous? Vous êtes prêt ou je donne la parole d'abord à Eric? Bon, ça dépend de vous, je préfère qu'Eric commence, hein, parce que voilà, pouvez, il a de la matière au... Sans problème. Sans problème. Voilà, quel peut être l'apport socio-économique de ces Jeux pour la RDC? Ben oui, c'est une grande occasion, ça n'arrive peut-être une seule fois la vie, parce que bon, réunir autant de monde pour venir chez nous, surtout pendant que nous avons de graves problèmes, à pouvoir expliquer aux autres pour qu'ils comprennent notre situation. Je crois que c'est à saluer. Mais je note ici qu'on a manqué d'être sérieux dès le début. Parce que ces jeux ont été reportés plus d'une fois. Mais malheureusement, ceux qui avaient la possibilité, la responsabilité, allais-je dire, de mettre en place des infrastructures, n'ont regardé que Kinshasa. Et en outre, ils n'ont pas été sérieux dans la matérialisation de tout ce qui avait été décidé. Et c'est seulement, in fine, que nous avions vu venir M. Isidore Kwanja, que j'ai salué ici en passant. Lui, au moins, avec lui, on a vu quelque chose jaillir. À gauche et à droite, on a quand même vu certaines infrastructures. Mais je crois que c'est à saluer par rapport au fait que ces Jeux de la francophonie offrent les infrastructures. Bon, même si j'ai décrié le fait que ce n'est que Kinshasa, j'aurais voulu que ça soit ailleurs, même le Congo central, les Kwango, les Koulou, le Maïndombe, qui sont proches ici, même l'Équateur, on n'a pas fait. Mais je crois que ça va permettre aux uns aux autres de pouvoir parfaire leur talent pour que demain, nous puissions être capables de pouvoir organiser aussi d'autres rencontres, même au niveau africain. Et puis ça va peut-être nous ramener des devises et puis faire vivre. Là, tu as parlé de l'aspect économique. Parce que chez nous, je note que, par exemple, le peuple Wagenya, qui est dans la Tchopo, ils sont nés là. C'est un peuple riverain, au bord du lac, comme du fleuve. La nage, c'est leur affaire, quoi, naturellement. Alors, si jamais ces enfants-là avaient été entraînés suffisamment pour faire, par exemple, le jeu avec la natation, vous voyez à peu près, ils vont être aptes à pouvoir nous ramener des devises ailleurs, etc., même éclore notre aura. Parce qu'on a non seulement besoin d'argent, mais on a aussi besoin d'être bien vus dans les concerts des nations. On a cessé d'être ces grands zaïrs parce qu'autrefois, on avait eu à organiser quand même le combat du siècle, Mohamed Ali contre George Foreman. Mais depuis, qu'avons-nous fait? Alors que des talents, on en a à foison et dans tous les domaines. Rends-toi compte, cher Dan, que Taboulé est d'ici, Kofi Olomide est d'ici, Papa Yemba est d'ici, JB, Wera, Fali aujourd'hui, Ferré. Mais on n'a même pas une salle de spectacle. C'est aberrant, non? Pour un si grand pays comme le nôtre. Rentrons maintenant dans les sports. Pareil, le stade de Père Raphaël de la Quiétude de Rio. Combien de fois a-t-on lancé des modèles, comment on appelle ça, de période de réhabilitation? Plusieurs fois, mais ça n'arrive toujours pas jusqu'au bout. Mais cette fois-là, je crois qu'on doit diversifier. On doit diversifier. On doit le faire, pas seulement pour Kinshasa, mais même pour l'arrière-pays. Parce que nous avons vocation d'être un pays leader. D'accord. Nous avons vocation d'être un pays leader. Commençons par être sérieux et je crois que ça va aller. Ça va aller. Monsieur Sahel, cher Dan, quel est votre point de vue? Est-ce qu'il y a vraiment un apport socio-économique? Faute de temps. Si, vous avez le temps. Il a fallu qu'il y ait cet apport socio-économique. Mais laissez-moi un peu... J'ai eu très mal au cœur quand j'ai entendu Eric parler de Papa Wemba. Vous savez les gens qui arrivent, hein, ils savent qu'ils viennent dans le pays de Papa Wemba. Oui. Ils savent qu'ils viennent, ils voudraient bien voir Kanda Kanda. Là où Papa Wemba, Molokai. Là, je prends l'aspect touristique. Dans quel état c'est Kanda Kanda ils viennent, ces gens-là, ils voudront aussi voir Monsieur Kassavoubou, le premier président. Vous savez qu'il est très sale, le rond-point Kimpwanza. Le président Kassavoubou, c'est comme s'il ne s'est baigné pas de sa vie. Vous avez vu ce qui se passe? C'est-à-dire que le côté touristique, ces gens-là viendront voir, ils viennent dans le pays de Lumumba, le pays du maréchal Mobutu. Ils voudraient bien aller voir Kawele. Franchement. Monsieur le ministre du Tourisme, est-ce qu'il savait qu'on organisait la francophonie ici? Plusieurs fois reporté. C'est aussi une occasion de vendre autrement la RDC. Positivement alors. Malheureusement, c'est la première fois que je vois les Jeux de la francophonie être organisés quelque part sans qu'il y ait un village de francophonie. Il n'y en a pas ici chez nous. C'est vrai, quand on a repoussé la francophonie d'une année, on a dit on n'était pas, ça devait se passer l'année passée. On a dit nous ne sommes pas prêts, donnez-nous une année. Ils ont accepté, ils ont donné une année. C'est vrai, ils sont arrivés, ils arrivent, les touristes arrivent. Nous attendons plus de 3000 athlètes et les touristes aussi. Les touristes aussi. Ils voudront bien voir la relique de Lumumba.
Vous avez vu dans quel état est... On s'en occupe même plus. C'est-à-dire qu'il lui fallu que le côté sécurité, le côté touristique soit pris en charge. Propriété de la ville. J'ai ouvert cette émission, quand je prenais la parole, j'ai parlé de la guerre entre Ngobila et l'autre. Hier, je revenais de Kingabwa. Mais ceux-là qui arrivent, ils ont aussi besoin de manger le poisson. Ils savent qu'ici au Congo, nous avons un fleuve poissonneux. Ils voudront bien faire un tour à Kingabwa. Dans quel état ils trouveront les rues de Kingabwa? Franchement. Donc on a... Parce que les aujourd'hui... Quand va débuter la francophonie, le 9e jeu de la francophonie, le monde, parce qu'on parle pas seulement du monde francophone, le monde entier aura le regard tourné vers la RDC. Je crains qu'ils comprennent ce que nous savons de la RDC. Des reportages des médias internationaux qui seront là pour vendre l'image. Surtout qu'eux ne viennent que pour prendre le côté qui boite. Ils vont vraiment, ils seront bien servis malheureusement. Donc à voir comment les choses se déroulent, on a plus... réhabiliter les infrastructures sportives, mais presque la ville n'a pas été prise en charge. Non, le gouverneur est rentré dans la guerre avec son fils. Moi, je veux juste rappeler une date qui va peut-être nous interpeller. C'est que le Congo a déposé sa candidature pour le jeu en 2019. Donc, on avait 4 ans pour... C'est-à-dire qu'en 2019, déjà, on se disait être prêt. Lorsque nous déposions le dossier en 2019, ça supposait que nous nous disions que nous avions un minimum de 5 ans d'infrastructures pour recevoir les Jeux. Voyez-vous, nous a alignés en 2021 parce que le Canada s'est retiré, Mondial s'est retiré en 2021 et nous avons eu de 2019 à 2023 4 ans, de 2021 à 2023 2 ans pour faire les Jeux. Mais voyez, nous sommes au dernier jour, on est encore là à finaliser les travaux, même si on dit 80% est prêt, ça veut dire qu'on n'a pas fini. Alors qu'on livre l'infrastructure 3 mois avant l'ouverture des Jeux. Donc, mais voilà, c'est comme ça que j'ai dit, nous devons apprendre à être sérieux. Il faut que nous, quand même, nous remettions en question en termes de capacité de planification. Un projet porté en 2019, se supposait qu'en termes de planification, nous avions une planification qui nous disait qu'on est capable de le recevoir en 2021. Et imaginez si on n'avait pas reporté les Jeux. Parce qu'on l'a reporté 2 fois. 2 fois. Si malgré les 2 fois, on est encore loin du compte. On court derrière le niveau organisation. Et voyez, comme le gouvernement a été mis sous pression, tout s'est concentré essentiellement sur l'organisation matérielle du jeu, infrastructure et tout le reste. Et donc les autres aspects n'ont pas capté l'attention du gouvernement parce qu'ils couraient derrière les échéances en termes d'infrastructure. En termes de mobilisation de la ville pour préparer les Jeux, les Congolais pour participer aux Jeux, on n'a pas l'appropriation du jeu. On n'a pas eu le temps de travailler parce qu'on était sous pression en termes d'échéance, d'infrastructures déjà livrées. Donc peut-être qu'après les invités, on aura le temps de discuter sur ce qui s'est fait, mais nous avons raté peut-être l'opportunité de mieux vendre les pays. Maintenant, en termes de retombées, oui, il y a 3000 visiteurs qui viendront, ça veut dire qu'ils seront logés. Ils vont consommer, ils vont manger, c'est des vis qui vont circuler. J'espère qu'on va profiter pour vendre les matchs. Vous savez, dans beaucoup d'aéroports, si vous descendez, vous avez à l'arrivée, ne fût-ce qu'un petit dépliant qui vous vend la ville. Voilà. Bienvenue à Kinshasa ou bienvenue au Congo, avec des lieux où on peut Nous n'avons même pas une carte de visite du pays, on ne l'a pas. Est-ce qu'on a une carte postale? Les gens qui vont rentrer, ils vont rentrer avec quoi? Nous avions un marché d'œuvres d'art, Wenzabi Keko. Mise à mal. Qu'on a nous-mêmes cassé, on allait jeter derrière l'immeuble royal. Où est-ce que les touristes vont aller s'acheter des souvenirs du Congo? Bien triste. Oui, c'est cette dimension-là de parmi les sites, je crois que la personne qui s'est bien rodée là, c'était le DG de l'Académie des Beaux-Arts. Oui, heureusement qu'ils iront à l'Académie. Heureusement qu'à l'Académie, fait l'honneur de Henri Kalamba, ils pourront trouver... Il s'appelle Henri Kalamba, il n'y a pas l'Académie des Beaux-Arts, les autres universités sont des poubelles, il faut qu'on se le dise. Bon, à l'IEC, il y a un travail qui a été fait, de qualité également par l'ancienne communauté. Si vous passez à l'IEC, vous savez quand même qu'il y avait des choses qui avaient bougé. Le problème, c'est d'abord le leadership, mais c'est un problème de ressources. L'État ne donne que le minimum pour le paye des personnels. Et tout ce qui est fonctionnement ne vient pas. Nous achetons nous-mêmes nos papiers, vous savez comment ça fonctionne chez nous. Et donc, tout ce qui est accompagnement en termes de fonctionnement ne vient pas. L'État se contente de payer l'essentiel, à savoir le personnel, pour qu'il ne grève pas. Pour le reste, l'État ne donne pas assez de moyens. Donc il peut y avoir des retombées socio-économiques
en termes d'abord de devises qui entrent, en termes d'image pour le pays. Certains en rentrant... Un bel auditeur également pour plaider notre cause, hein, pour que les autres aussi écoutent. Exactement. Donc le jeu, c'est... Il y a ce qu'on appelle en sciences politiques la géopolitique des jeux. Le jeu, c'est un élément de diplomatie. Oui. Donc c'est à nous de savoir utiliser les jeux comme élément de diplomatie pour mieux nous vendre, pour casser le mythe d'un Congo instable, je le dis ici. Oui. On a toujours vendu pour beaucoup, hein, le Congo, parce que quand vous regardez les médias internationaux, quand on montre le Congo, on ne montre pas les success story, hein. On montre les villages des réfugiés, les camps des réfugiés, on montre la guerre, ainsi de suite. Les inondations des Calais, de couvrir une autre image du pays qu'ils ne voient pas dans la télé parce que nous n'avons pas nous-mêmes à vendre des Congos internationaux. Et donc ça peut être pour nous l'occasion d'attirer demain des touristes. Alors, il est possible qu'à l'avenir, la RDC organise une grande activité sportive internationale. On va commencer par les plus simples. On va prendre la CAN ou le CHAN. Est-ce qu'on a vu le Cameroun organiser, la Côte d'Ivoire? Ces pays sont plus avancés que nous? Est-ce que nous ne pouvons pas nous... En termes d'organisation. Non, ils sont plus sérieux. Notre problème, c'est le sérieux. Notre problème, c'est le sérieux. C'est l'homme. C'est le sérieux et la planification. Qui veulent être dans la bonne dynamique. Quelques têtes qui veulent être dans la bonne dynamique, soutenir le chef. Parce que tous ceux qui avaient été nommés avant, quand il fait de tous les millions qu'ils ont pris, je rappelle ici que $1 million américain, quand vous l'avez et que vous l'utilisez par jour, $100 américains, vous mettrez 27 ans et 3 mois pour un seul million. Mais combien de millions a-t-on sorti de nos caisses ici? Le Congo, nous sommes les champions du monde des choses au dernier moment. Hein? Vous voyez, le pape vient jusqu'à la veille. Voilà. Même pour les dépôts de candidature, mon frère. Il faut faire vite. Même pour les dépôts de candidature pour la CENI, là. Les gens sont venus seulement à la fin. La planification, c'est vraiment... Je ne sais pas pourquoi. Vous savez pourquoi les Canadiens, pratiquement, ils ne viendront pas au nombre qui était prévu? Imaginez que dans des grands événements, les athlètes doivent s'acclimater et prendre connaissance du terrain au moins 3 semaines avant. Mais chez nous, ici, le terrain sera rendu à la veille même de... Ils ont raison. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas professionnels. Mais même nos athlètes, à nous, quand ils sont arrivés pour s'entraîner au stade des Martyrs, le ténoncé ou le gérant, comment vous appelez, le DG du stade a dit non, le stade est fermé, allez vous entraîner à Ntsele. Vous connaissez un endroit où les athlètes peuvent s'entraîner à Ntsele? Mais si déjà nous ne savons pas préparer nos propres athlètes, on s'attend à quoi? Le problème du Congo, comme Eric a dit, c'est l'homme. La matière primaire. Oui. Primaire, l'homme. Oui. Mais une autre dimension, c'est qu'on n'organise pas les jeux pour le perdre, on organise les jeux pour le gagner. Voilà. Parce que c'est un élément de puissance. Le Congo envisage de gagner combien de médailles? Combien de médailles? Déjà, je suivis les athlètes qui parlaient d'absence d'équipement, qui parlaient d'absence de frais de fonctionnement, certains qui étaient à Lubumbashi qui n'arrivaient pas à venir à Kinshasa. Le transport. Oui, donc il y a un sérieux problème de préparation en termes d'outils à donner à nos équipes. Et ce serait quand même dommage que nous finissions le jeu sans gagner des médailles d'or. Alors que le pays a investi énormément et qu'on a eu suffisamment de temps pour préparer nos athlètes. Et ce n'est pas des talents qui nous manquent. Ce n'est pas des talents qui manquent. C'est malheureusement que nous faisons les choses à la va-vite. Et comme nous ne sommes pas trop sérieux dans les organisations, ben voilà, nous allons faire des jeux pour les autres. C'est possible que l'homme congolais change à l'avenir. Mais bien sûr, c'est pourquoi on est... Il faut changer l'homme, peut-être bomotologie dont on parlait ici. Pas seulement bomotologie. Il faut changer l'homme. Il faut réhabiliter la sanction. C'est pourquoi nous sommes ici sur le plateau de télé en train de dire qu'il faudrait qu'on change. Il faudrait changer. Réhabilitation de la sanction. Celui qui travaille bien, qu'il soit sanctionné positivement. Mais que celui qui travaille mal, qu'il soit sanctionné négativement. Ça servait à de leçon. Voilà, je suis d'accord avec vous, mais il faut aller encore plus loin dans les paradigmes. C'est que au Congo, nous pensons que les richesses, c'est de l'or, c'est des coltans, comme on a fait le débat ici. Nous avons toujours parlé des scandales géologiques, c'est pas ça c'est l'homme. Il y a de richesses que d'hommes. Le Japon n'a pas de l'or. Le Japon n'a que... Mais ils sont sérieux, suffisamment sérieux. Le Japon exporte le poisson, le thon. Ils exportent le thon. Parlons de l'eau. Le thon, ils sont dans l'électronique, avec des jeux vidéo, et dans l'industrie automobile, donc l'électronique également. Mais les Japon sont une puissance. Ils n'ont pas d'uranium, ils n'ont pas de coltan. Le problème, ce n'est pas le sol. Le problème, c'est celui qui est sur le sol. Et notre problème, effectivement, c'est l'homme. Il y a 7 pays, les pays du bassin du Tchad. Vous savez ce qu'ils ont déclaré? Ils ont dit qu'ils viendront en RDC. De gré ou de force, ils prendront l'eau de la RDC. Bon, rendons-nous compte si on n'a pas une bonne armée. Comment on va faire? De gré ou de force? Formons les nôtres. Puisque vous en parlez, nous, au niveau de la DIPOL, en 2000...
2018, lorsque la problématique de l'eau du Tchad commence, nous avons écrit ce qu'on appelait les wargaming. Les wargaming, c'est des stratégies de simulation que l'armée utilise dans beaucoup de pays du monde pour simuler les guerres d'avenir. Nous, au niveau de la DIPOL, nous avions dit que l'enjeu demain, c'est le contrôle de l'eau, et donc la guerre de l'eau interviendra. Or, la force navale au Congo, c'est toujours Oh là là, vous parlez encore. et la guerre pourrait se faire à Zongo. Et donc, il faudrait redéfinir stratégiquement notre flotte navale en anticipant les guerres de demain. Et donc, nous avons proposé un atelier de wargaming entre la DIPOL et le CHES-2, le haut commandement, et essayer de réfléchir sur les guerres d'avenir, notamment la guerre de l'eau. J'ai écrit personnellement au général Kibongé, avec cette entrée. À l'époque, c'est lui qui dirigeait le GES2. Puis on nous dit non, le GES2, il faut voir le ministre de la Défense lui-même. Nous écrivons au ministre de la Défense à l'époque, général Mbala. Puis après quelques temps, d'abord c'était Toumba. Puis après quelques temps, on met chef d'état-major plutôt, c'était Toumba. Puis quelques temps, on met Mbala. Et puis Mbala vient, tout change. Et l'étude que nous voulions faire de wargaming n'a jamais été faite. Alors que nous, comme techniciens, nous proposions à nos services de défense des mécanismes de simulation pour anticiper les conflits de demain. Vous voyez comment chez nous, malheureusement, lorsque vous proposez des idées d'intelligence qui permettent au pays d'anticiper, d'évoluer, vous les trouvez gens se coalisent en aparté pour vous casser. Des portes fermées, mais si vous venez chanter Djalelo, là, vous êtes adulé. vous êtes adulé très facilement. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est comme ça que j'insiste ici. Mais il y a une question c'est importante qu'on doit se poser. Comment on atteint ce niveau on va le qualifier comme ça, la médiocrité. L'homme congolais est, on va le dire, médiocre. Comment Non, on ne va pas dire ça. Mais Mais parce parce que le plateau, je suis en face des Indes, Non, je suis en face non, de attendez, Sahel, on va- je suis en face de Christian. Bien sûr, il y a Vous quelques m'émerveillez. quelques C'est-à-dire que nous individus. sommes petits-fils de ceux-là qui étaient grands, Mobutu, Lumumba et compagnie. Nous sommes leurs petits-fils. On peut redevenir ce qu'eux ont été. Mais seulement, Actuellement, le nous mal chez nous, on a chassé la sanction. Réhabituer la sanction, tu verras que ça va aller. La Ne déchéance, pas qu'il y ait l'impunité. Oui. dans toutes les nations, il y a des périodes de déchéance. Parce que vous connaissez un moment de chute, historiquement, parce que c'était colonisé, la Chine l'a vécu, l'Europe l'a vécu. Mais lorsqu'une nation est en phase de déchéance, ceux qui sauvent une nation, c'est des hommes de grandeur. Des hommes de grandeur, des hommes porteurs de vision, qui sont capables de présenter à la société un rêve nouveau. C'est que le Congo manque aujourd'hui, c'est des hommes de grandeur. C'est-à-dire au niveau de l'élite, des hommes capables de créer un rêve nouveau, à partir duquel tout le monde peut s'identifier et aller vers ce rêve. Voilà. Des vrais leaders alors. Des vrais Les leaders. vrais leaders. Nous avons Pas des gens qui nous nous avons balancent des à hommes- longueur de journée des sextapes qui ne riment à rien. Nous avons des On hommes n'a qui pas viennent besoin. au pouvoir pour avoir le matériel. Et qui n'ont pas une capacité immatérielle à créer un rêve de société. Le Congo manque de cap. Nous avons besoin d'un cap. Il peut être, comme les Japonais ont parlé de la révolution Meiji, il peut s'agir du Sunrise, comme le disent les Chinois. Shine veut dire, en anglais veut dire aussi s'élever. Hein. Ouais. Donc quand ils parlent du Rise, China, c'est s'élever. c'est le soleil qui s'élève. Ouais. Hein? Donc il nous faut des dirigeants capables de créer une perspective. À l'horizon 2063, nous aurons 100 ans. Quel Congo dans 100 ans? Et quand on commence ça doit commencer quand on maintenant, commence cher à jeter- Christian quand on Moleka. commence Se à préparer pour jeter cela. Ouais. comme ça le Congo dans 100 ans que nous voulons, à partager cette vision et à agréger autour de vous des gens Il faut une qui planification. croient en cela, alors là nous commençons à construire un chemin. il faut une Le problème planification. c'est que nous Projeter avons des acteurs des qui grandes n'ont pas Une grande vision. Ouais, dans ouais. cette dimension de projeter des grandes visions, de projeter un rêve. Il a parlé de Mobutu. Vous avez une vision de grandeur, Oui. même si ça tournait beaucoup autour de sa personne, mais une vision de grandeur. Il voulait d'un Zaïre grand, d'un Mobutu grand. C'est pour ça que nous avons eu le combat à Ali Foreman. Parce qu'il voyait grand. Le Zaïre de Mobutu, il a- le Zaïre de Mobutu il a a été le sérieusement premier réfléchi. pays à utiliser le téléphone portable, télécell, en Afrique. Oui. Et même le premier pays à participer avoir le à la tramway Coupe du Monde. avant la Belgique. Avant la Belgique. Avant la Belgique, le L'un tram. des premiers pays africains participer à à la avoir, Coupe du Monde de avoir football. IBM Voilà. implanté, parce que nous avions IBM implanté ici, et on montait Motos. les ordinateurs IBM au Congo, parce qu'il y avait une vision de dire Zaïre numéro 1, Zaïre numéro 1. Voilà. Aujourd'hui, il nous manque cette grandeur-là. Cette grandeur-là que nous n'avons plus. Il faut la réinventer. La grandeur d'esprit. Il faut la réinventer. de l'ordre. C'est l'élite. C'est l'élite. Oui, c'est notre boulot, l'élite. L'élite, oui. L'élite, oui. Le Et leader, à nous de le pousser. Voilà. De la bousculer. Mais non, tu dors. Pas toujours les politiques, parce que Non, le politique chez nous, on se connaît la qualité des politiques. Je suis désolé, on connaît la qualité des hommes politiques que nous avons. Nous avons beaucoup perdu en qualité. les politiques élitistes. Oui, mais nous avons beaucoup perdu en qualité. Vous savez, quand on parlait d'hommes politiques dans les années 90, on peut leur 80 plutôt, 80, 70, 80, on peut leur reprocher l'éthique,
Mais en termes de qualité, vous aviez Kamanda Wakamanda qui vous faisait un débat de haute portée. Des hommes haut placés. La fameuse affaire contentieux belgo-congolais. Vous aviez des hommes capables de se tenir devant des discours. Vous aviez des Koulia aussi. Vous aviez des gens comme Liaou, cofondateur de l'IDPS. Liaou. Quand vous prenez Liaou, cofondateur de l'IDPS, qui est Liaou en termes de sommité intellectuelle, vous voyez, vous avez ce niveau d'intelligence que nous avions dans la classe politique. Aujourd'hui, lorsque vous vantez l'intelligence, on vous prend pour un fou. Malheureusement, aujourd'hui, l'intelligence n'a plus vraiment sa grande place dans la qualité d'hommes que nous avons en politique. De moins en moins, nous avons des hommes de qualité. Non, mais Dan, il ne faut pas dire que c'est un échec collectif. Eric l'a dit, c'est pas parce qu'il y a le faux que les vrais n'existent pas. Les vrais sont là, mais on leur donne pas la possibilité de s'exprimer. C'est maintenant à ceux qui sont du bon côté de l'histoire d'utiliser les vrais. Exactement. D'utiliser les bonnes personnes. Parce que le président a dit qu'il fallait mettre la bonne personne à la place qu'il faut. Voilà. Malheureusement, il ne faut pas prendre les gens parce qu'ils viennent. C'est pas encore ce qui se fait. Nous sommes dans un système électoral où vous avez l'alternance à chaque 5 fois 10 ans. Est-ce que il y a quand même l'espoir avec les élections que nous avons? Oui. Le système électoral, est-ce que vous pensez que l'enracinement de la démocratie, oui, mais on ne bâtit pas un pays seulement parce qu'on a fait les élections. On bâtit un pays par le travail. Chez nous, malheureusement, aujourd'hui, les gens veulent gagner, mais a priori, ils ne veulent pas donner de leur sueur. Pour gagner, il faut d'abord travailler. Nous devons inculquer ça. La Chine s'est construite avec les prisonniers. Mais je vais dire quelque chose qui risque de choquer. La plupart des nations positionnés ou assis aujourd'hui ont eu des dictateurs à la tête. Vous savez, on ne peut pas construire une nation, on ne peut pas bâtir quelque chose de fort en 5 ans. Mais pourquoi l'homme blanc qui nous vend la démocratie aujourd'hui avec l'alternance chaque 5 ans, lui il a des royaumes chez lui. En Espagne c'est un royaume. Le Belge, c'est un royaume. Même les Anglais, il n'y a pas de royaume, ils peuvent. Angela Merkel est restée là pendant 16 ans. Pendant 16 ans. mais chez nous, ici, ils vont dire au président, j'étais au Cameroun il y a moins d'un mois. Chez Biya, qui a 91 ans. Chez Biya, c'est-à-dire qu'il a su imprimer quelque chose dans la pensée même des Camerounais parce qu'il a traîné. Parce qu'il n'a pas 5 ans, il n'a pas fait ça. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce genre de débat. Mais parce que le débat, il est intéressant en termes de stabilité. Comment on stabilise et on peut stabiliser démocratiquement. Il y a des pays comme le Ghana qui sont stables démocratiquement. On a des pays comme le Botswana qui sont stables démocratiquement. Il est possible d'avoir une stabilité dans la démocratie. Le problème, c'est quel type d'homme nous avons à la tête pour et il donne quelle impulsion pour que le bas puisse suivre. Le Bénin a une stabilité dans la démocratie. Comment on fait pour avoir une stabilité dans la démocratie? Est-ce qu'il faut seulement avoir la stabilité dans l'armée, dans le pouvoir fort, le parti-État? On l'a eu avec quelles conséquences pour le développement? Mobutu a été très longtemps. Donc c'est vraiment un débat qu'on peut avoir. Par contre, moi le débat que j'aimerais que nous ayons, c'est d'où viennent les hommes qui nous dirigent. Vous savez, ailleurs, pour faire la politique, on vient des grandes écoles. Hein. On a fait l'ENA, on a fait l'IEPE. On se supposait qu'on a connu les grandes préparations. On vient des grandes familles, on porte un nom. On a un parcours. On a les ressources financières nécessaires pour venir en politique. Chez nous, les politiciens viennent d'où? Quand vous voyez d'où ils viennent, vous pouvez comprendre comment ils se comportent. Il y a une étude qui a été faite par le professeur Bob Kabamba, qui est politologue, qui existe, qui fait un profilage de nos candidats. Dans les assemblées provinciales, l'essentiel des candidats viennent soit de l'enseignement, soit des commerçants. Députés provinciaux. Ça veut dire quand vous avez essentiellement des enseignants et des commerçants qui forment les enseignements provinciaux chez nous, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas eu de contact avec les sociétés de l'État, des affaires publiques, il ne faut pas attendre à avoir des institutions stables. Donc le problème, c'est les critères que nous mettons. Aujourd'hui, il suffit d'avoir 10 ans d'expérience professionnelle et tu viens postuler. Et puis la population chez nous, comme il n'est pas suffisamment formé, voilà, il choisit comme il choisit. Et puis vous avez tous ces gens au Parlement. Il ne faut pas attendre d'eux d'avoir de la qualité parce que les trajectoires, il n'y a pas. Mobutu avait tenté de mettre en place l'école Makanda Kabobi pour disposer des cadres pour former en amont et puis pour venir prester après. Aujourd'hui, on a un problème de cadre. D'où viennent nos dirigeants? Ils viennent d'où? Ils viennent de la rue et puis ils se retrouvent en politique. Il n'y a pas de cadre. Priorité, ils cherchent à avoir une maison, une voiture. Ils viennent s'enrichir en politique. Tomber dans la dérive, ils vont commencer à faire des santé financière. Voilà. On n'aura pas la stabilité. Entre-temps, la population s'accroît. On s'accroît en nombre. Et les défis sont énormes. Plus de 100 millions d'habitants aujourd'hui. C'est à la fois un atout. C'est à la fois un atout parce que quand vous avez 100 millions d'hommes, ça veut dire la capacité d'avoir plus d'impôts, la capacité d'avoir des bras qui travaillent, donc une masse ouvrière.
Mais quand on n'a pas d'élite, on est assez nombreux, ça pose problème. Mais le problème, c'est l'élite. L'élite a toujours été une infime partie d'une pyramide large à la base. Donc, notre problème, c'est l'élite, c'est les gouvernants. Et il nous faut trouver ces hommes-là capables de porter une vision et de traîner, de tirer cette masse-là, quels qu'en soient les nombres. Nous sommes à 100 millions comme l'Égypte. L'Égypte aussi à 100 millions. L'Éthiopie aussi à 100 millions. Mais là-bas, il y a quand même l'élite. Une infrastructure qui vers le haut. Alors, pour finir, M. Sahel, je suis très heureux de participer à cette émission. Belle émission avec. Merci beaucoup, monsieur. Merci, moi également. De taille. Merci beaucoup, monsieur Eric Gizal. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Le Congo ira de mieux en mieux, qu'on le veuille, par le travail. De mieux en mieux par le travail. J'étais tenté de dire amen. Merci, cher Sahel. Encore une fois, nous sommes de cœur avec vous, monsieur Serge Seka. Espérons que ça ira très bien, en tout cas. Prenez courage. Merci beaucoup. Portez-vous bien. On se retrouve demain pour un autre débat, un autre casting. À demain.